Bonjour et bon dimanche à tous. Je vous salue et je voudrais consacrer en ce dimanche 13 septembre 2020 ma première communication publique à un immense Camerounais, à un grand Africain et un grand homme qui nous a quittés il y a exactement 62 ans. Il s'agit du premier président légitime et authentique de la République du Cameroun libre. Il s'agit du Mpodol, Ruben Nyobe. Je voudrais, comme je l'ai promis à de nombreuses personnes à travers le monde, consacrer en ce dimanche mes premières réflexions à la mémoire du Mpodol Ruben Nyobe. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir partager la présente communication. Mpodol Ruben Nyobe était né en 1913. Il avait grandi au cœur du Cameroun colonial. Il avait grandi dans le pays Bassa, il avait grandi dans la Sanaga maritime, il avait grandi dans un pays envahi par la puissance allemande d'abord, et ensuite par les puissances anglaises et françaises se partageant le monde, notamment depuis leurs fameux accords de 1884-1885 à Berlin, en Allemagne. Nyobe avait grandi dans une terre où les traditions vivantes de l'Afrique éternelle étaient encore plus vibrantes qu'aujourd'hui. Il avait grandi dans une terre endolorie par la terrible expérience qui, à partir notamment du XVe siècle, avait traumatisé l'Afrique, l'expérience de la traite des Noirs. Nyobe avait grandi dans cette terre d'Afrique qui avait connu par la suite la terrible expérience coloniale. Nyobe avait grandi dans la conscience de l'humilité des gens de la terre. Il avait grandi dans l'expérience de l'humiliation de l'Afrique. Nyobe, très tôt, avait donc pris conscience qu'être un homme au Cameroun, être un homme en Afrique, c'était très tôt se révolter contre l'injustice. Il va s'efforcer, dans les conditions de ce Cameroun colonial, d'accéder aux meilleures études dont on était capable. Il va ainsi devenir un cadre de la justice de l'État colonial camerounais. Il va devenir greffier, ce qui va lui donner une excellente connaissance du fonctionnement du droit moderne occidental. Nyobe, tout en restant enraciné dans la religion traditionnelle africaine des Bassa, Nyobe va également s'instruire de la religion occidentale chrétienne et notamment il sera imbibé des arcanes du protestantisme presbytérien. Un protestantisme, vous le savez, qui est caractérisé par le refus de la domination cléricale, le refus de l'exploitation des croyants par le clergé, un protestantisme qui est caractérisé par la recherche d'une relation directe entre le fidèle et le Christ, entre l'homme et le divin. Nyobe va ensuite connaître une troisième influence, c'est que se rapprochant du monde syndical, il va accéder à la formation idéologique de la gauche mondiale. Il va bénéficier d'une initiation profonde à l'idéologie du marxisme en général,
du communisme en particulier, il va accéder à une connaissance des arcanes de la guerre froide qui se déroule dans le monde. Il va accéder à une connaissance de la lutte des peuples opprimés du monde entier en vue de la conquête du droit de jouir équitablement des richesses de la terre. Ainsi, Oumniobé pourrait être décrit de la manière suivante. Spirituellement, c'était un Africain attaché à la compréhension spirituelle profonde de la nature, qui est celle de la religion africaine, une religion qui n'oppose pas la matière et l'esprit, une religion qui affirme que tout est en réalité esprit et que le divin, sous la forme de la force vitale, est présent en celui qui s'efforce de pratiquer la ma'at, c'est-à-dire la vérité justice. Eh bien, telle était l'assise profonde de Ruben Oumniobé dans le monde de la vie. La deuxième assise, ce sont les études de droit qui lui avaient permis de devenir l'un des plus grands plaideurs que le Cameroun ait jamais connu et le premier à qui on ait donné ce nom venu de la langue bassa, le nom de Mpodol, porte-parole, celui qui parle pour ceux dont la voix s'est tue, pour ceux qui ne peuvent pas parler, celui qui parle pour les souffrances des siens, le Mpodol. Eh bien, Oumniobé avait reçu une solide formation juridique eu égard aux conditions de son temps. La troisième dimension de Oumniobé, c'est bien sûr la dimension du protestant, de celui qui s'oppose à l'idée que le monde spirituel soit le lieu de la reproduction d'une hiérarchie injuste, à celui qui s'oppose à l'idée que le formalisme soit la condition de la foi. Le protestant, celui qui croit au travail. Le protestant, celui qui croit en la possibilité d'une relation directe entre l'homme et le divin. La quatrième dimension de Ruben Oumniobé, c'est le militant, l'idéologue, formé aux arcanes du combat entre le socialisme et le capitalisme, formé aux arcanes de toutes les nuances de l'idéologie socialiste, que ce soit le socialisme utopique, de type proudhonien ou saint-simonien, le socialisme révolutionnaire, d'un Marx, d'un Engels, d'un Mao, d'un Lénine, que ce soit donc le socialisme, on va dire, libéral, qui aujourd'hui correspond à ce qu'on appelle la social-démocratie, où Oumniobé était imbibé de la connaissance de toutes les traditions idéologiques en vogue dans le monde de son temps. Et c'était un redoutable autodidacte qui en très peu de temps avait acquis une solide culture, bénéficiant entre autres de la solidarité internationale, de la gauche, dont les militants présents parmi l'immigration coloniale française au Cameroun contribuèrent à le former dans le cadre de ce qu'on appelait alors les cercles d'études marxistes. Dans ces cercles d'études marxistes, un nom, un grand Français, qui aura accompagné la prise de conscience de Ruben Oumniobé en tant que leader politique, en tant que cadre idéologiquement structuré, en tant qu'homme d'État, il s'appelle Gaston Donat. Gaston Donat, qui fait partie de ces immigrés français de la colonie du Cameroun, du territoire sous tutelle, comme on l'appelle alors, qui va contribuer à l'éveil des Camerounais. Et ainsi, tisser une relation entre les peuples camerounais et français, qui n'est pas la même que la relation entre les élites des peuples camerounais et d'autre part entre le peuple camerounais et l'élite politique française, qui globalement se sera comportée comme une élite criminelle depuis son apparition dans l'histoire du Cameroun, pratiquement jusqu'à ce jour. Voilà de quoi était constitué Ruben Oumniobé. Et si nous connaissons aujourd'hui Ruben Oumniobé, nous qui sommes nés en 1972, c'est grâce au travail de mémoire, au travail de conscience, au travail d'éveil qui a été mené par l'organisation à laquelle il allait consacrer sa vie, l'Union des populations du Cameroun. Créé le 10 avril 1948, ce parti avait la particularité d'incarner la diversité de la population camerounaise et le désir le plus ardent, le désir le plus profond du peuple camerounais. Ce parti, créé le 10 avril 1948, avait 3 objectifs qui sont encore valables aujourd'hui. Objectifs qui sont au cœur de la lutte du principal parti de l'opposition aujourd'hui, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, du président élu Maurice Kamto,
le Mpodol du Cameroun actuel. Premièrement, l'Union des populations du Cameroun avait pour obligation, pour objectif, de grouper toutes les populations du Cameroun, réunir toutes les populations du Cameroun, réunir le Cameroun du Nord, le Cameroun du Sud, le Cameroun de l'Ouest, le Cameroun de l'Est, le Cameroun du Centre, réunir la diversité africaine du Cameroun en une seule nation. Tel était le premier objectif de ce mouvement. Et voilà pourquoi Ruben Oumniobé prenait la peine, chaque fois qu'il s'exprimait, d'aller d'abord chercher le soutien des populations de toutes les régions du pays. Il allait chercher le soutien des populations du Nord, des populations du Sud, des populations du Centre, des populations de l'Est et des populations de l'Ouest. Lors de son grand discours de 1952, par exemple, à l'ONU, Ruben Oumniobé commence par égrener toutes les délégations et par égrener toutes les listes d'associations pétitionnaires en vertu desquelles il s'exprime. Je parle ici au nom de l'association des paysans du Nord. Je parle ici au nom de l'association des femmes du Centre et Sud. Je parle ici au nom de l'association des fonctionnaires de telle région. Oumniobé commençait toujours ses allocutions par la démonstration qu'il parlait pour l'ensemble des populations du Cameroun, dans toute leur diversité. Et qu'il n'était pas l'homme d'une tribu, l'homme d'une région, l'homme d'une ethnie ou l'homme d'une faction. Il était l'homme du peuple camerounais, le Mpodol. Et c'était le premier objectif de l'union des populations du Cameroun. Bâtir la nation camerounaise, bâtir l'union du peuple camerounais. Le deuxième objectif de ce parti, créé le 10 avril 1948, et dont le premier secrétaire général s'appelait Léonard Bouli, un nom qu'on a oublié. Oumniobé fut le deuxième dans l'ordre historique. Et bien sûr le plus charismatique, on le sait avec du recul aujourd'hui. Mais alors l'objectif numéro 2, c'était d'obtenir l'indépendance totale du Cameroun, c'est-à-dire obtenir le droit du peuple camerounais de disposer de lui-même, d'exercer la souveraineté démocratique en choisissant lui-même, le peuple camerounais, ses élus municipaux, ses maires, ses députés, ses sénateurs et son président de la République, en choisissant lui-même son gouvernement. Cette indépendance qui était requise par l'Union des populations du Cameroun et pour laquelle Ruben Oumniobé devait donner sa vie, un certain 13 septembre 1958, à Boumiébel, cette indépendance n'est toujours pas arrivée. Le droit du peuple camerounais de choisir librement ses propres dirigeants était au cœur de la lutte de Ruben Oumniobé. Et il est mort parce qu'il a refusé de négocier ce droit. Il a refusé d'abandonner ce droit. Il a refusé de se soumettre à la dictée du colonialisme français et de ses collaborateurs locaux qui étaient les Okala, Mbida, Aïdjo, Biya déjà. Puisque dès 1961, Biya fait partie de l'équipe. De ses héritiers d'Ojula, ses héritiers de Guy Georgie, ses héritiers de Roland Pré, ses héritiers de Pierre Mesmer, qui vont ensanglanter le Cameroun entre 1955 et 1971. Car quand ils ont fini d'assassiner les leaders du mouvement indépendantiste, ils vont massivement assassiner le peuple camerounais. De 400 000 à 1 million de Camerounais furent massacrés parce qu'ils voulaient l'indépendance. C'était le deuxième objectif de Ruben Oumniobé. Rassembler suffisamment les Camerounais, organiser suffisamment les Camerounais, de telle façon que l'indépendance soit une réalité. Car sans indépendance, il n'y a pas souveraineté démocratique. Sans indépendance, il n'y a pas souveraineté monétaire. Sans indépendance, il n'y a pas souveraineté sécuritaire. Et donc géopolitique. Sans indépendance, un pays ne peut pas se développer lui-même. Aucun pays ne s'est développé dans ce monde sans être un pays indépendant, c'est-à-dire doué d'une autonomie juridique authentique, doué d'une autonomie politique authentique, une autonomie intellectuelle, culturelle, spirituelle authentique. Aucun pays sur cette planète Terre ne s'est développé harmonieusement dans l'intérêt de ses habitants sans avoir conquis ce prérequis, cette condition sine qua non de tous les décollages, être responsable de soi-même. Oumniobé consacra sa vie à se battre pour cela, dans le cadre de l'Union des populations du Cameroun, mouvement auquel il donna sa renommée internationale.
il y avait un troisième objectif. Il fallait grouper les Camerounais en un seul peuple, unir les Camerounais en une seule nation. Le deuxième objectif, il fallait conquérir l'indépendance. Et pour la conquête de l'indépendance, Oumniobé fut obligé de mettre en place, dans le cadre de l'Union des populations du Cameroun, l'ALNK, l'Armée de libération nationale du Cameroun. Il fallait malheureusement prendre les armes face à un colon qui était intransigeant. Et on sait aujourd'hui pourquoi il était intransigeant. Car depuis pratiquement 60 ans, ce colon, cette puissance coloniale, prélève au minimum 1000 milliards chaque année au Cameroun. Au minimum 1000 milliards de francs CFA chaque année. Ça, c'est la somme minimum. Parce que la somme réelle est infiniment plus importante. La somme de 1000 milliards en question, elle est affichée actuellement sur le site du ministère français de l'économie et des finances. Le ministère français de l'économie et des finances se réjouit de constater que sa balance commerciale avec le Cameroun est excédentaire de 1000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que chaque année, la République française, le gouvernement français s'organise pour prendre 1000 milliards de francs CFA au Camerounais, dans le cadre des échanges économiques entre le Cameroun et la France. Et le mécanisme est très simple. Les Camerounais, le gouvernement camerounais vend à la France des matières premières moins chères. La France vend au gouvernement camerounais, au Cameroun, la France vend des produits finis, c'est-à-dire les matières premières transformées dans ses usines, dans ses industries. Elle les remet dans les avions, elle les remet dans les bateaux, elle les ramène au Cameroun et le Cameroun les achète 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher qu'il n'a vendu les matières premières. Et la différence permet donc à la France de faire son bénéfice, son excédent commercial de 1000 milliards. Ruben Oumniobé est mort pour avoir refusé cela. Et toute Camerounaise, tout Camerounais authentique doivent refuser cela. Il y a maintenant pratiquement 25 millions de Camerounais. Il faut que l'écrasante majorité de ceux qui écoutent cette conférence du dimanche refusent d'accepter que des gouvernements prétendument camerounais, mais en réalité des gouvernements fantoches, se soient permis depuis 60 ans, par exemple dans leur relation commerciale à la France, d'accepter de perdre 1000 milliards de francs CFA chaque année. Et là, c'est la somme minimum, c'est-à-dire à partir de la déclaration de revenus faite par la République française. C'est ce que la République française dit qui me permet de vous dire qu'au minimum, elle reconnaît qu'elle a pris 60 000 milliards. 60 000 milliards en 60 ans. 60 000 milliards de francs CFA. Dites-moi, si le Cameroun avait gardé 60 000 milliards de francs CFA dans ses caisses pour s'occuper de ses filles et de ses fils, pour s'occuper de ses routes, pour s'occuper de ses hôpitaux, s'occuper de ses aéroports, s'occuper de ses écoles, de ses collèges, de ses lycées, de ses universités, pour s'occuper de sa recherche scientifique, pour lancer ses premiers satellites, pour construire, s'il le faut, ses premières centrales nucléaires. Si le Cameroun avait consacré ces 60 000 milliards à s'occuper de lui-même, est-ce que le Cameroun serait aujourd'hui classé pays pauvre très endetté? Non. C'est parce que le Cameroun, depuis 60 ans, perd 1000 milliards en direction de l'économie française. Et le ministère français de l'économie publie cela sans difficulté. Si vous allez aujourd'hui, à cet instant précis, sur le site du ministère français de l'économie, vous allez trouver cela. La France se réjouit d'avoir une balance commerciale excédentaire de 1000 milliards, environ 141 ou 145 millions d'euros, 1000 milliards de francs CFA par an. Et d'ailleurs, le ministère français de l'économie se plaint du fait que la marge française est un peu baissée ces dernières années. C'est-à-dire que le ministère français de l'économie reconnaît qu'il prenait plus que 1000 milliards depuis plusieurs années, chaque année, dans ses échanges avec le Cameroun. Oumniobé a refusé d'accepter cela. C'est pour cela qu'il fut tué. Et enfin donc, c'est important, nous avons dit, il s'est battu pour l'union des Camerounais, contre le tribalisme, contre l'équilibre régional, contre le diviser pour mieux régner du colon,
Il s'est battu pour l'indépendance et il s'est battu pour, troisième objectif de l'Union des populations du Cameroun, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est ce qu'on appela autrefois le triptyque, c'est-à-dire le trio des valeurs et des objectifs de l'Union des populations du Cameroun, qui a été donc au cœur de la lutte d'indépendance incarnée par le Mpodol Ruben Oumniobé. Voilà les trois valeurs. L'Union des populations du Cameroun, la conquête de la souveraineté, l'indépendance du Cameroun, et puis, troisième valeur extrêmement importante, l'élévation du niveau de vie, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais avec leurs propres moyens. Voilà les trois objectifs pour lesquels, eh bien, le Mpodol Ruben Oumniobé refusa de transiger, il refusa de se mouiller, il refusa d'accepter d'être corrompu, il refusa les valises d'argent, de billets de francs français, pleines à craquer, qu'on lui adressait, pour qu'il accepte une indépendance à minima, qu'il accepte une indépendance sous haute surveillance, qu'il accepte une pseudo-indépendance, celle que le Cameroun obtint un certain 1er janvier 1960 et qui en réalité n'en est pas une. Cette indépendance dont le président élu Maurice Kamto a dit qu'elle était une indépendance formelle, mais pas une indépendance structurelle. Une indépendance formelle, c'est une indépendance par simple déclaration. Alors qu'une indépendance structurelle est une indépendance avec effet de transformation des conditions réelles des populations. Donc, indépendance avec contrôle de sa propre monnaie, indépendance avec contrôle de ses propres élections, indépendance avec contrôle de ses propres institutions politiques, contrôle de son propre territoire, contrôle de sa propre politique sécuritaire. Nous sommes en 2020, le Cameroun a connu une indépendance formelle, une déclaration de bouche, comme on dit chez nous, une indépendance bep-bep. Le Cameroun n'a pas encore connu une indépendance vraie. Oumniobé est mort pour ça. Quand il doit prendre le maquis, à la suite de l'agression coloniale sauvage française, notamment lors des émeutes de 1955, Oumniobé sait qu'il a pris la décision à la fois la plus importante et la décision la plus tragique de sa vie. Il est donc traqué et il est assassiné dans la forêt de Boumniébel par l'armée coloniale française et par des supplétifs africains, des troupes supplétives africaines. Les conditions dans lesquelles il est tué sont l'objet de débats entre les historiens. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a été tué par balle. Ce qu'on sait, c'est que certaines de ces balles lui ont été tirées dans le dos, c'est-à-dire selon la méthode même des lâches. Ce que l'on sait, c'est que le mouvement avait été infiltré quelque temps auparavant par les colons et par leurs supplétifs locaux. Ce que l'on sait aussi, c'est que les conditions dans lesquelles il va être enterré sont des conditions proprement indignes, qui font qu'aujourd'hui, en réalité, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel, le Cameroun est bloqué. Le Cameroun a une dette symbolique envers le Mpodol Ruben Oumniobé, sa famille. C'est de s'assurer qu'il ait une sépulture véritablement digne. Car selon certains témoignages, le corps du Mpodol aurait été d'abord coulé dans du ciment, dans du béton armé, avant d'être mis en terre. L'objectif étant que son corps ne soit pas en contact direct avec la terre nourricière, avec la terre bénie du Cameroun. Et après l'élimination du Mpodol Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958, la République française va appliquer un programme d'élimination systématique des dirigeants du mouvement indépendantiste. William Bechtel, un espion des services de renseignement français, ira tuer par empoisonnement au cyanure le successeur du Mpodol. Le docteur Félix Roland Moumié sera tué en novembre 1960 à Genève. Cette élimination va se poursuivre avec l'exécution dans la forêt du Sud Cameroun du docteur Castor Osende Afana, qui avait tenté d'ouvrir un nouveau front de l'armée de libération nationale du Cameroun à partir du territoire du Congo-Brazzaville actuel. Cette élimination va donc se poursuivre du massacre du peuple camerounais. Oumniobé a choisi de vivre libre et de mourir libre. Avec le recul du temps, 62 ans plus tard, nous devons nous poser la question. Oumniobé a-t-il fait le bon choix?
Oumniobé aurait-il dû faire comme Félix Houphouët-Boigny, qui était un temps son ami et son allié, son camarade de lutte, dans le cadre du Rassemblement démocratique africain? Oumniobé aurait-il dû accepter de négocier une indépendance à l'ivoirienne, une indépendance à la Haïdjo, une indépendance à la Bongo, une indépendance à la Eyadema? Est-ce que Oumniobé devait le faire? Il me semble que Oumniobé a décidé et a répondu lui-même à cette question. Il a répondu à cette question en disant que lorsqu'on s'engage en politique, et notamment qu'on choisit en politique de défendre le camp de la vérité et de la justice, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on a choisi les raisons pour lesquelles on veut vivre. Et on a aussi choisi les raisons pour lesquelles on est prêt à mourir. Je recommence. Oumniobé a répondu à cette question en disant ceci. Lorsqu'on choisit d'être libre, cela veut dire qu'on choisit de vivre libre, de vivre pour la liberté. Cela veut aussi dire qu'on choisit de mourir libre. Oumniobé, par son sacrifice, a voulu nous dire que la vie humaine n'a de sens que si elle est vécue conformément à son idéal. Une vie humaine qui renonce à la liberté redevient simplement la vie d'une bête, une vie purement animale. Ce n'est pas une vie humaine pleine. Oumniobé nous dit, par sa mort, en 1958, pour quelqu'un qui est né en 1913, il avait 44 ans à tout prendre, environ. Oumniobé nous dit par sa mort que d'abord tout être humain sur cette terre, tôt ou tard, finit par mourir, puisque dès que l'on est, comme disait Heidegger, on est assez vieux pour mourir. Oumniobé nous dit que si nous voulons être libres, nous ne devons pas vivre dans la peur de la mort. Parce que dans tous les cas, il ne sert à rien d'avoir peur de quelque chose qui va arriver. Épicure le disait autrefois dans l'Antiquité d'une manière encore plus élégante. Il disait qu'entre l'homme et la mort, il y a en fait un malentendu, c'est que tant que l'homme est là, la mort n'est pas encore là. Et quand la mort est là, eh bien moi, l'homme, je ne suis plus là. Donc Épicure disait que celui qui veut véritablement vivre ne doit pas vivre en permanence dans la peur de la mort. Pourquoi? Parce que la mort est inéluctable et c'est le sort de tous les êtres humains. Mais il y a quelque chose dont il faut avoir peur. C'est la peur de ne pas vivre pleinement son humanité. Il faut avoir peur de vivre sa vie sans avoir été pleinement humain, c'est-à-dire sans avoir accompli tout le programme que la forme qui nous a été accordée par Dieu, le Tout-Puissant, ou la nature, sans avoir accompli tout ce programme. C'est-à-dire, il faut avoir peur de vivre sans être libre. Car si on a vécu sans être libre, on n'a pas accompli son humanité. Et on n'a pas accompli sa mission dans l'apparence humaine, dans la forme humaine sur la terre. Oui, il y a des êtres humains qui accomplissent leur mission très tôt. Regardez l'histoire des grands hommes de l'humanité. Le Christ, à 33 ans, avait fini sa mission. Il avait fini sa mission. Oumniobé, à 42, 43 ans, avait fini sa mission. Il ne voulait pas mourir, Oumniobé. Il ne voulait pas mourir. Mais il avait peur davantage de mourir lâche, de mourir indigne, que de mourir libre. Oumniobé était fier de mourir libre. Car ce qu'il voulait transmettre au peuple camerounais et aux peuples africains, c'était le sens de la dignité, de la verticalité, qui serait la condition d'un avenir meilleur pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Donc Oumniobé a répondu à cette question par son sacrifice. Et chacun d'entre nous doit toujours répondre matin, midi et soir à cette question. Veux-je vivre comme un légume humain? Veux-je vivre comme une bête, comme un animal, comme une chose? Et ainsi vivre 100 ans. Puisque, dit-on, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Voudrais-je vivre ma vie comme un chien vivant au lieu d'être un lion mort? Puisque de toutes les façons, le chien vivant finit toujours par mourir. Il finit toujours par mourir de sa vie de chien. Est-ce cela que je préfère?
vivre avec une apparence humaine, mais n'avoir finalement jamais été pleinement humain, ou alors pleinement vivre en tant qu'humain et me battre pour transmettre à ceux qui viendront après moi des conditions d'une vie authentiquement humaine. Oumyobé a choisi la deuxième option. Et un peuple qui veut être libre n'est pas un peuple suicidaire, mais c'est un peuple qui doit faire reculer en lui la peur de la mort pour affirmer l'amour de la vie. C'est par amour pour la vie qu'Oumyobé s'est sacrifié. Parce qu'il voulait que ses enfants vivent dans un Cameroun meilleur. Et il voulait que les enfants de tous les Camerounais, que tous les fils, toutes les filles du Cameroun vivent dans un pays libre, un pays prospère, un pays indépendant, un pays où la forme humaine est respectée, un pays où la dignité humaine est au principe des institutions et des relations quotidiennes. Voilà pourquoi il est mort. Ce n'est donc pas par amour de la mort qu'Oumyobé est mort, c'est par amour de la vie, c'est par amour du pays, c'est par amour de la nation. Et c'est à chacun d'entre nous de répondre pour lui-même à cette question. Est-ce que je veux être pleinement un être humain tout au long de ma vie? Est-ce que je voudrais remplir ma vie de mon humanité? C'est-à-dire accomplir ce que j'ai à accomplir de meilleur. Résister à toutes les forces qui veulent me rendre médiocre. Résister à toutes les forces qui veulent me rendre inhumain, sous-humain, infra-humain. Résister à toutes les forces qui veulent faire de moi un simple animal, une pure bête réduite à l'instinct et à la jouissance du moment présent. Est-ce que c'est ce que je veux? Si c'est ce que je veux, je suis un sardinard. Je suis en réalité présent au monde simplement pour jouir, c'est-à-dire en réalité remplir mon animalité. Je ne suis en réalité que corps, je ne suis même pas âme, encore moins esprit, si c'est ainsi que je me définis. Mais si à contrario, à la manière du Mpodol Ruben Oumyobé, je dis, chaque instant de ma vie sera consacré à vivre pleinement mon humanité, ma liberté, ma dignité, et à l'affirmer autour de moi, et à la promouvoir chez les autres, eh bien ma vie sera pleine. Qu'elle dure 100 ans ou qu'elle dure 20 ans, ma vie humaine sera pleine. J'aurai accompli ma mission. Le Mpodol Oumyobé a accompli sa mission. Il a semé dans l'esprit des Camerounais, dans l'esprit des Africains, il a semé dans ce monde une graine, celle de la dignité de l'homme noir, celle de la dignité de l'homme universel. Et il a vécu pour cela. Lui, il a rempli sa mission. À nous de remplir la nôtre. Le peuple camerounais n'a toujours pas réussi à s'unir en une nation. Le peuple camerounais n'a toujours pas réussi à conquérir son indépendance. Le peuple camerounais n'a toujours pas réussi à élever son niveau de vie. Le triptyque pour lequel Oumyobé est mort est encore vivant. Il faut donc que les populations du Cameroun actuel reprennent la flamme. Il faut donc que toutes les forces politiques du Cameroun aient l'humilité de reconnaître que dans la situation actuelle du Cameroun, il y a un homme qui est habité par l'esprit du Mpodol. Il y a un homme qui parle pour tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Un homme qui parle pour tous les Camerounais de la diaspora. Un homme qui aime les Camerounais et qui attire vers lui l'amour des Camerounais, l'affection des Camerounais. Cet homme s'appelle Maurice Kamto. Tous les Camerounais qui aiment le Mpodol Ruben Oumyobé et qui aiment le sacrifice du Mpodol Félix Moumié et qui aiment le sacrifice du Mpodol Osende Afana et qui aiment le sacrifice du Mpodol Ernest Wandji et qui aiment le sacrifice du Mpodol que fut le commandant Kisamba, Ngwo Wungli Masaga, le dernier immense secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Tous les Camerounais qui aiment ces Camerounais qui aimaient et qui ont aimé et qui aimeront toujours tout le Cameroun dans toute sa diversité doivent aimer le président élu Maurice Kamto. Ce que Maurice Kamto demande, c'est ce que Oumyobé demandait. Ce que Maurice Kamto demande, avec ses mots à lui, c'est ce que Félix Moumié demandait. Ce que Maurice Kamto demande,
avec ses mots à lui, avec sa culture, avec son expérience. C'est ce que Osende Afanda demandait. C'est ce que Ngo Wungli Masaga demandait. C'est ce que dans les années 90, Ni John Frundi demandait. C'est ce qu'actuellement le mouvement ambazonien demande. La dignité de l'homme camerounais. La reconnaissance de la valeur de l'homme camerounais. Il nous faut donc, collectivement, en tant que nation camerounaise, en cette journée de commémoration de la figure d'Umpodol, faire un pas humble pour nous unir, pour nous grouper comme un seul homme pour la lutte de la véritable indépendance. Nous grouper comme un seul homme, nous rassembler autour du Mpodol de ce temps. Le Mpodol de ce temps. Mpodol, Ambassa, Mpodol. Ambassa, le verbe por veut dire parler. Mpodol, celui qui parle pour. Celui qui parle pour nous tous. Celui dont le verbe est transversal. Celui dont le verbe traverse et touche tous les cœurs. Tous les cœurs véridiques, tous les cœurs sincères. Celui qui propose un chemin de lutte bénéfique à tous et à chacun, y compris même bénéfique pour les gens du RDPC. Celui qui propose une formule permettant à la totalité de la nation camerounaise de sortir par le haut aujourd'hui, c'est le président Maurice Kamto. À toutes les époques de l'histoire du Cameroun, ce pays a toujours eu un homme qui incarne sa cause universelle. Ce pays a toujours eu un homme qui incarne sa cause universelle. Il a eu Ruben Oumniobé. Il a eu Félix Roland Moumié. Il a eu Castor Osende Afada. Ce pays a eu Ernest Wandje. Ce pays a eu Ngo Wungli Masaga. Ce pays a eu Ni John Frundi. Ce pays a aujourd'hui Maurice Kamto. Ayons tous l'humilité de nous fondre dans cette intuition, dans cette compréhension profonde de la nécessité de nous mobiliser pour obtenir la réalisation du triptyque qui fonda autrefois l'Union des populations du Cameroun et qui est aujourd'hui le programme profond, le plus profond du mouvement de la Renaissance du Cameroun. C'est ça. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun a certes d'abord commencé par affirmer des thèses sur la gouvernance. Mais aujourd'hui, le mouvement de la Renaissance du Cameroun est axialement placé sur la problématique de l'indépendance. Personne ne peut nier aujourd'hui que le président Kamto ait entièrement pris conscience que la lutte pour la démocratie au Cameroun est une lutte pour la libération du Cameroun. Je recommence. Personne ne peut dire aujourd'hui que le président Maurice Kamto, à la tête du mouvement de la Renaissance du Cameroun et à la tête de la résistance camerounaise, n'ait pas compris définitivement que la lutte pour que la démocratie règne au Cameroun est exactement la lutte pour que le Cameroun soit indépendant. Et voilà pourquoi le président Kamto parle de résistance et de libération. Allez lire ses discours. Allez lire tous ses derniers discours. Nous sommes dans une lutte pour la démocratie qui est en même temps, en réalité, une lutte de résistance pour l'indépendance. Une lutte de libération. Le mot est du président Kamto. Libération. Nous devons nous libérer de nous-mêmes, de tout ce qui nous divise. Le tribalisme, la corruption, les superstitions, le spiritisme pervers. Nous devons nous libérer de tout cet esprit de jalousie inutile qui paralyse les forces du pays. Mais nous devons aussi nous libérer de la dépendance envers l'ordre de l'impérium colonial, politique, économique, culturel, imposé à ce pays par l'élite corrompue de la République française. On ne pourra pas être libre sans mentalement apprendre à vivre sans recevoir des injonctions et sans se laisser imposer les dirigeants du Cameroun par Paris. C'est la même lutte. Et c'est ce que le président appelle le passage de la décolonisation formelle à la décolonisation structurelle. Ce sera incontournable. Cette lutte devra être menée. Et la formule qu'a trouvée le président Maurice Kamto aujourd'hui, c'est que cette lutte ne soit pas menée de façon militaire, ce ne sera pas une lutte armée, c'est que cette lutte ne soit pas menée de façon passive, ce ne seront pas les villes mortes, mais que cette lutte mobilise un principe, si bien analysé par le docteur Jenny Sharp,
c'est le principe de la force sans la violence. D'où vient la force sans la violence? C'est par la mobilisation du nombre. Si les Camerounais sortent par millions, unis comme un seul homme, pour la démission du régime de M. Biya, les Camerounais pourront, avec une économie énorme de vie et de sang camerounais, les Camerounais pourront fonder la véritable République démocratique, le véritable État du droit du Cameroun. Les Camerounais pourront organiser de véritables élections inclusives, transparentes, démocratiques, exemplaires. Les Camerounais pourront enfin avoir les manettes du développement authentique du pays, de son industrialisation, de sa bancarisation interne, les manettes de sa modernisation, les manettes de sa respectabilité comme puissance d'Afrique centrale. Donc il faut que la commémoration de la mort du Mpodol soit une occasion pour tous les Camerounais, qu'ils soient politisés ou non, qu'ils soient membres de partis politiques ou non, sympathisants de partis politiques ou non, de méditer sur le désintéressement politique qui caractérisa le Mpodol Ruben Oumniobé. Et méditer sur la lignée des héritiers spirituels de ce combat. Cette lignée qui passe par Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Osende Afana, Ernest Wandié, Wungli Masaga, ni John Frundi, cette lignée qui passe par lui et qui tombe aujourd'hui sur les épaules du président élu Maurice Kamto. Que tous les Camerounais regardent bien cela et voient que c'est le chemin que la conscience universelle offre aux Camerounais pour se rassembler. C'est la même bataille. Si Oumniobé est mort pour une cause juste, il faut que nous nous engagions à la défendre aujourd'hui. Oumniobé ne va pas revenir autrement qu'à travers ceux qui ont compris le sens de son combat et qui le poursuivent. Je voudrais, pour conclure cette conférence du dimanche, tout particulièrement saluer le travail d'un grand intellectuel camerounais, un grand fils du Cameroun, un homme de lettres, un homme de pensée, un homme de création et de production. C'est grâce à lui que, pour ma part, j'ai pu approfondir ma connaissance de la figure de Ruben Oumniobé. C'est grâce aux travaux scientifiques approfondis de ce brillantissime intellectuel camerounais, ce grand Africain, ce grand penseur de dimension mondiale, qu'est Jean-Achille Mbembe. C'est grâce à lui que, pour ma part, dans les années 90, j'ai parfait, je crois, ma culture en matière de connaissance de l'histoire du mouvement nationaliste camerounais. Il a fait un travail formidable. D'abord là, je vous montre cet ouvrage-là, Les écrits sous maquis du Mpodol Oumniobé. J'espère que tous les Camerounais ont déjà lu Les écrits sous maquis du Mpodol Oumniobé. Les écrits sous maquis du Mpodol Oumniobé. Il s'agit donc d'une recollection, d'une collecte de tout ce que Oumniobé a dit, publié en un ouvrage de référence que toute Camerounaise, tout Camerounais qui veut être un citoyen averti et vigilant doit lire. Parce qu'il y en a qui ont l'impression d'inventer la glace aujourd'hui. Lisez ce que disait Oumniobé sur le tribalisme, lisez ce qu'il disait sur la puissance française, lisez ce qu'il disait sur les idéologies politiques, lisez ce qu'il disait sur la géopolitique, lisez ce qu'il disait sur la monnaie, lisez ce qu'il disait sur les langues nationales, la réforme de la culture. Oumniobé était en avance de 200 ans. De 200 ans sur son temps. Beaucoup des idées qu'Oumniobé avait là, aucun Camerounais après lui ne les a eu mieux que lui. Mais avant cela, il y a eu un grand livre qui a été l'objet du premier grand travail de Jean-Achille Mbembe. Les écrits sous maquis sont sortis. Les écrits sous maquis, Jean-Achille les a sortis, je vous donne la date exacte, en 89. Alors que ce livre-ci, il est de 1984. C'est vraiment, pour ainsi dire, la Bible de l'oumniobisme. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre Oumniobé, il faut avoir lu ceci. Il faut avoir lu ce travail qui s'intitule « Le problème national camerounais ». Le problème national camerounais. Voilà quelques-uns des livres que j'ai lus au moins 10 fois. Au moins 10 fois dans ma vie, j'ai lu ce livre.
Je l'ai lu, je l'ai annoté. Vous le voyez là, vous allez voir qu'il est couvert d'annotations. Il est couvert. J'ai compris, grâce à ce travail de reconstitution du grand Jean Achibembe, que je salue. Je recommande enfin un troisième ouvrage qui peut aider les Camerounais aujourd'hui à approfondir la conscience de l'histoire de la résistance camerounaise. Et en remontant pratiquement dans les années 20. Jean Achibembe a fait un travail qui remonte dans les années 20. Il va jusque dans les années 20, voir comment les Camerounais, autour des années 20, alors que Oumniobé n'a à peine que 7 ans, comment les Camerounais s'organisaient déjà. D'accord? Jean Achibembe a fait un travail fondamental là-dessus, qui a d'ailleurs été publié en appui par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France. Eh bien, c'est La naissance du maquis, c'est ce livre-là, La naissance du maquis dans le Sud Cameroun, 1920-1960. La naissance du maquis dans le Sud Cameroun, 1920-1960. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que mais des Camerounais, depuis pratiquement les siècles passés, se sont battus comme nous nous battons aujourd'hui. Il y en a qui se désignent un peu trop facilement grands combattants. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des combattants. Avant de te désigner grand combattant, lis ça. Lis ce qu'on fait avant toi, des Camerounaises et des Camerounais. Essaye de voir si tu as déjà fait le cas. Oui, il faut lire La naissance du maquis dans le Sud Cameroun. Voir ce que tes prédécesseurs ont fait. Avant de dire « je suis le plus grand de tous les temps », on ne peut pas être le plus grand sans être passé par les plus grands d'avant. Lis. Lis. Lis les écrits sous maquis de Ruben Oumniobé. Si tu prétends être capable de penser la politique, essaie de voir si tu peux penser la politique mieux que lui. Lis le problème national camerounais de Oumniobé. Lis ça. Et tu me diras si tu connais quelque homme politique que ce soit qui ait eu plus de profondeur à comprendre les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui que lui. Et donc, quand on dit qu'on veut être grand, il faut d'abord être à l'école des grands. On n'est pas grand par génération spontanée, mais par transmission spirituelle. Je recommence. On n'est pas grand par génération spontanée. Non. La grandeur vient toujours d'une transmission spirituelle. Et la transmission spirituelle requiert la patience d'apprendre. En même temps que le courage d'agir, la patience d'apprendre. En même temps que le courage d'agir, la patience d'apprendre. Point de grandeur dans la descendance sans la réception d'une transmission. Une transmission de valeurs initiatiques et puissantes. Oui, dans ce Cameroun-là, vous ne pouvez pas avoir compris ce qui nous arrive si vous n'êtes pas passé par la route des Dandembita, Douala Mangabel, Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba, Kouvali Kenye. Si vous n'êtes pas passé par eux, Njoya Bamoun, si vous n'êtes pas passé par eux, Bouli Léonard, si vous n'êtes pas passé par eux, Ruben Oumniobé, vous n'êtes pas passé par eux, vous n'êtes pas passé par ces authentiques patriotes du Cameroun, vous n'êtes pas passé par Félix Roland Moumié, vous n'en savez rien, on vous demande qui est Moumié, vous ne savez pas, vous pensez être grand, vous n'êtes pas grand, vous êtes grandement petit, grandement petit. Ah, vous ne connaissez pas Castor Osende Afana, l'un des tout premiers docteurs en sciences économiques de toute l'Afrique noire. Vous ne connaissez pas, mais vous êtes grands. Vous êtes des grands Camerounais, vous êtes des grands combattants du Cameroun, vous êtes des grands... Non, non. On ne grandit pas comme ça. On grandit à l'ombre, eh bien, des grands. On grandit à l'ombre des grands. Et il faut connaître Ernest Ouandjé. Voir ce qu'Ernest Ouandjé a fait dans sa vie. Il faut connaître l'histoire des Marthe Moumié, né Kemeyon. Il faut connaître l'histoire de ces femmes, de ces grandes femmes du Cameroun, à toutes les générations, et ce qu'elles ont fait. Et à partir de là, se demander comment poursuivre utilement le combat qu'ils ont commencé. Il faut connaître l'histoire de Wungli Masaga. Il y a des gens qui croisent le commandant Kissamba au Cameroun, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un monument vivant. Quelqu'un qui a tenu la direction de l'opposition clandestine pendant pratiquement 20 ans, échappant à toutes les sortes de guet-apens, échappant à toutes les tentatives d'assassinat, résistant, produisant des idées, faisant survivre l'organisation de l'espérance. Est-ce qu'un tel homme doit le traverser comme ça?
Et j'en profite, chers amis, je vais afficher le lien pour qu'on finisse la contribution symbolique que nous avions prévue pour les vétérans de l'indépendance. On a prévu de leur envoyer 5 000 euros. Actuellement, nous avons rassemblé en un mois pratiquement 4 000 euros. Chers amis, je vous mettrai le lien. Revenez compléter. Complétons ce lien-là et avant la fin de ce mois, envoyons la contribution symbolique pour les anciens combattants. La somme est là. Elle est à presque 4 000 euros. 3 750 ou 3 800 euros quand je regardais hier dans le GoFund. Je remettrai ça à votre disposition. Et nous allons organiser la cérémonie de remise. Vous suivrez, vous aurez les images, tout. Pour l'association des vétérans du Cameroun. Donc, mais, chers amis, il faut donc passer par ces gens-là. Et Jean-Achille Mbembe, en tant qu'intellectuel, aura servi énormément le Cameroun par ce travail. Ce travail remarquable sur le Mpodol ou Mniobé. C'est un travail précieux. Ce sont des intellectuels qui font ce travail-là, qui doivent être prisés et primés dans un pays normal. Ce sont des intellectuels qui font ce travail de transmission de la conscience de l'histoire, de la mémoire vigilante, de la dignité humaine. Ce sont eux qui méritent la considération du peuple. Non pas les méandres d'un soi-disant Mathias Eric ou Nangini. Un parloteur de village. Quelqu'un dont la science ne déborde même pas les murs de Yaoundé. Une science au service du pulchérisme, du chantalbiatisme, du chantalisme. Une science qui n'a de la science que l'apparence, piteuse et pitoyable. Aucune contribution décisive à la mémoire vigilante de la nation, à la pensée de la nation. Voilà ce dont on doit parler. Voici ce à partir de quoi la discussion peut commencer. Ce sont ceux qui ont compris ce qui s'est passé là, qui on voit normalement au chapitre, dans un pays normal. Mais que voit-on sur Afrique Média? Que voit-on sur Vision 4? Que voit-on à la CRTV? Des individus décérébrés, improvisés et présentés comme intellectuels camerounais. Des ennemis spirituels de la liberté et de la dignité de l'homme noir sur cette planète. Ce sont eux qui sont promus dans ces médias frelatés, ces médias démoniaques, ces médias abonnés aux mensonges quotidiens et à la diversion du peuple camerounais, alors qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Chers amis, en ce dimanche 13 septembre, 2020, telles sont les pensées que je voulais dédier au très grand Camerounais, le Mpodol Ruben Oumniobé, en ce 62e anniversaire de sa disparition. Et je mettrai à votre disposition le lien pour que nous assistions ces derniers compagnons vivants, les derniers combattants vivants de l'ALNK, que nous achevions la cagnotte de 5 000 euros que nous avions prévue pour eux. Je mettrai le lien une fois de plus à votre disposition pour ceux qui ne l'ont jamais eu, pour qu'on en finisse ce mois et que cette action symbolique soit merveilleusement bouclée. Je vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir partager la présente conférence de telle façon que le lien qui lui sera associé permette de boucler l'opération. Et que les réflexions que j'ai ici proposées à chaud puissent raviver la conscience de la filiation spirituelle de la résistance nationale. Unis comme un seul homme, mobilisons-nous d'ores et déjà par de micro-actions de manifestation, des micro-opérations partout sur le territoire national en vue de préparer l'entrée en puissance du 22 septembre, annoncée par la force principale de notre opposition nationale, l'entrée en puissance du peuple camerounais pour la récupération de son destin. Elle se prépare par 100 000 fleurs qui doivent germer partout. Il faut multiplier les actions, il faut filmer les actions, il faut communiquer sur les actions. C'est tout cela qui réveille le peuple. C'est tout cela qui met le peuple en confiance. Non pas les rodomontades scrofuleuses et buboniques d'un Atanganji. Un individu qui a une forme humaine apparente, mais qui en réalité est une survivance de l'histoire simiesque de notre espèce. Une mauvaise survivance. Atanganji n'a de l'humain
que l'apparence. Derrière, il y a des structures archaïques qui malheureusement ont surgi et jailli sous une forme proto-humaine, appelée Atangandji. Ces gens-là, nous devons les bouter du pouvoir afin d'accomplir le rêve des populations du Cameroun depuis la fin du 19e siècle jusqu'à ce jour. Je vous remercie, chers amis. Merci de partager cette vidéo et merci d'apporter un ultime soutien à la contribution pour l'Association des vétérans du Cameroun. Nous sommes à 1 000 € près de finir. Que chacun y aille de sa générosité. Ça ne sera pas compliqué. Nous allons le faire. Thank you very much. Have all of you a wonderful day. It was for Ruben Umniobe today. À plus tard. Le programme du soir sera consacré à l'investiture d'un grand leader de l'opposition ivoirienne, mon ami et frère Guillaume Kebafori Soro. Ce sera peut-être après 20 h. Portez-vous bien.